Ok, alors on est parti pour la dissection du poumon de mouton. Alors, donc voilà ce qu'on va utiliser aujourd'hui ensemble. Donc on a reçu un joli poumon complet avec également le larynx, l'œsophage et quelques restes au niveau du cœur, et on va regarder tout ça ensemble. On va commencer par les lobes. Alors les lobes du poumon, donc si on regarde ici, donc on va pouvoir prendre ces parties-là et on va essayer de compter ensemble les lobes qu'il va y avoir dans le poumon. Donc on va en avoir un ici, un deuxième et un troisième ici, et de l'autre côté on va en retrouver un ici, un ici, donc on est à 5, un sixième ici derrière et un septième par ici. Donc voilà, petite différence avec le poumon qu'on va retrouver chez un humain. Donc chez nous, on a 5 lobes, 3 lobes du côté droit où il n'y a pas le cœur et 2 lobes du côté un peu plus à gauche où le cœur prend un peu plus de place, donc moins de place pour avoir un lobe. Le mouton, lui, il va avoir 7 lobes au niveau des poumons, donc 7 parties dans lesquelles il y a de l'air qui peut aller entrer pour pouvoir respirer. Ensuite, on va avoir ici une partie qui va moins nous intéresser aujourd'hui, mais qui est présente et que vous allez normalement reconnaître si vous avez bien fait la dissection du cœur. Donc, on est ici, si je vous mets le point ici au milieu, voilà. Donc, c'est par ici qu'on va avoir le cœur. Donc, cette membrane qui est ici autour, ça s'appelle le péricarde. C'est cette partie-là dans laquelle le cœur est emballé. D'ailleurs, il y a encore pas mal de restes du cœur qu'on va regarder un petit peu ensemble. Mais donc, les organes ne sont pas séparés, ils ne se baladent pas individuellement. On a vraiment toute cette poche ici qui est collée, qui est attachée au poumon, cette membrane du péricarde qui va, elle, englober le cœur quand il est présent. Là, il a été découpé, il n'est pas là. Le cœur serait donc ici, en face ventrale, si on mettait le mouton dans le bon sens, donc comme ceci. Et donc, au niveau du ventre du mouton, on aurait ce cœur qui serait ici emballé du péricarde. Donc on a toutes ces membranes, comme je vous ai dit, qui attachent les choses ensemble. Donc dans un corps, on n'a pas les organes qui sont séparés comme on le dessine et comme on le regarde en cours. Hein, vous voyez qu'ici, il y a tout partout des membranes, à part le péricarde, qui tiennent les organes ensemble entre eux, histoire que les organes ne se baladent pas dans le corps aléatoirement quand on se déplace. Donc ça, c'est important de comprendre qu'il y a toutes ces membranes qui sont présentes. On a la chance d'avoir encore un bon bout au niveau du cœur, et on va pouvoir du coup retrouver certaines parties du cœur et comprendre où elles sont connectées avec le reste du corps. Donc si on regarde ici, on retrouve nos deux artères principales qui sortent du cœur. On reconnaît cette artère aorte, la plus grosse, la plus épaisse, qui va ici, qui va partir ensuite dans le reste du corps. Et on retrouve par contre ici cette artère pulmonaire qui, elle, sort du cœur pour aller directement dans les poumons. Donc juste à côté ici, là autour, on va avoir cette connexion avec cette artère ici, pulmonaire. Alors je ne vais pas pouvoir la suivre jusqu'au bout, mais vous voyez que si je rentre à l'intérieur, je vais me retrouver au niveau ici, au niveau des poumons. Alors la suite, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on a la chance d'avoir ces poumons qui sont connectés avec les tuyaux qui sont au-dessus. On va avoir la trachée et l'œsophage, donc deux tuyaux très importants. Donc la trachée pour respirer, ici, et de l'autre côté, l'œsophage, donc ce tuyau qui va être ici, hein, encore une fois avec une membrane qui tient les deux. Donc la membrane ici plus molle, ici ça c'est l'œsophage, par là où va passer la nourriture. Et de l'autre côté, on va avoir la trachée qui, elle, a du cartilage, on en parlera après, mais on reconnaît vraiment cette partie-là avec du cartilage qui permet à la trachée de rester ouverte. On va en parler juste après. Et donc pour continuer, il va falloir justement qu'on se débarrasse un tout petit peu de ces membranes qui sont là. Et pour ça, on va découper ces membranes qui sont accrochées, qui nous gardent accrocher certains tissus entre eux. Pour pouvoir débloquer un petit peu les poumons, on va se débarrasser de la partie du cœur qui nous intéresse moins pour cette démonstration. Là, on a même encore ici des petits bouts de l'oreillette qui étaient au niveau du cœur.
mais on va faire un peu le ménage pour pouvoir mieux voir ce qui se passe au niveau des poumons. Donc vous voyez, hein, c'est très connecté, c'est très collé les uns aux autres, donc il faut qu'on enlève un peu tout ça pour pouvoir mieux voir juste les poumons. Sans faire de trous à travers, sinon on ne pourra pas le gonfler par la suite. Donc là on a toute une partie du péricarde avec aussi des bouts du cœur. Ça c'est tout un bout du cœur aussi, avec le péricarde, on va s'en débarrasser. Faire de la place. Gros ciseaux. Donc voilà, tous ces bouts de cœur. Donc là on voit bien ces membranes hein, qui sont très fines. On voit à travers, hein, c'est de la peau qui est juste là pour tenir en place les organes les uns par rapport aux autres. Là, on voit bien l'artère aorte qui est partie du cœur et qui va, elle, pas aller vers les poumons, elle va se balader, elle va partir pour aller donner du sang dans tout le reste du corps. Et elle aussi, vous voyez qu'elle a des membranes qui la retiennent attachée au reste, ici des poumons, de l'œsophage, etc. Voilà, donc là, on retrouve cette artère aorte qu'on avait déjà vu quand on avait vu le cœur, mais vous voyez que là on voit un beaucoup plus grand tronçon qu'on n'avait pas eu quand on a fait la dissection du cœur. Puisqu'on parle de respiration, il y a une autre partie donc, qui va moins nous intéresser, c'est effectivement cette partie de l'œsophage. Donc là on le voit bien, il part depuis le larynx et vous voyez qu'il descend ici, ensuite jusqu'à l'estomac. Donc c'est un long tronçon ici avant d'arriver dans l'estomac qui est plus, voilà, il est assez grand chez un mouton, hein, vous pouvez imaginer, un peu plus court chez nous. Et donc pareil, il y a une membrane qui va le retenir, attaché à la trachée, donc il va falloir que j'enlève cette membrane pour pouvoir le séparer toute cette œsophage. Donc on se retrouve ici avec ce larynx, cet œsophage qui est séparé et toujours la trachée qui est bien connectée. Et comme on va pouvoir le regarder ici, donc là on a le larynx, cette grosse masse ici. On va découper aussi un petit peu des tissus musculaires qui sont autour. Et donc là, on a vraiment cette partie-là qui va être intéressante. Donc, normalement, si on est simplement en train de respirer, ça va être ouvert de cette manière-là. Je vais rapprocher un petit peu les choses. Donc, comme vous voyez ici, c'est là que l'air va rentrer à travers ce grand trou qui est ici pour descendre dans la trachée et aller vers les poumons. Ce mécanisme, ensuite, nous permet de pouvoir également manger ou boire. Et pour faire ça, on ne veut pas que la nourriture ou le liquide tombe dans la trachée par ici. Et donc, on va avoir un mécanisme qui va permettre de fermer ici cette épiglotte pour pouvoir ensuite avoir un passage. Alors, on ne le voit pas très bien ici, mais je peux rentrer mon doigt qui va ensuite se retrouver dans l'œsophage. Donc, la partie où on va manger, c'est ici. Donc quand on va déglutir, cette épiglotte va se fermer, va venir fermer ici complètement le trou pour là où passe l'air, et la nourriture va pouvoir passer ici, de ce côté-là, et ensuite continuer dans le reste de l'œsophage. Donc maintenant on va carrément séparer tout ce qui est ici au niveau de l'œsophage, on l'utilisera après pour en parler un peu plus. Donc cette partie pour manger, voilà, on va le garder de côté pour après. Et on va, pareil, un petit peu enlever tous les tissus qui sont autour du larynx pour pouvoir mieux voir qu'est-ce qui se passe. Donc ici, on va se retrouver d'un coup avec cette entrée de la trachée, donc au niveau du larynx, et à l'intérieur de ça, on va retrouver aussi ce qui nous permet de faire des sons. Alors, le mouton, il va faire bé avec cette partie-là. Nous, on va utiliser ça pour fabriquer les sons, pour pouvoir parler. Donc, au niveau des cordes vocales, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper carrément le larynx. On va garder la trachée en bas. Et on va couper au niveau de la trachée ici. Voilà. Et maintenant, on va essayer d'ouvrir ce larynx pour voir comment ça fonctionne. Donc, je vais me mettre au niveau de
du larynx au niveau de la trachée. Je suis donc dans la trachée là, et je vais couper ce larynx en deux pour voir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Alors c'est du cartilage, hein, donc on sent que c'est plus difficile à couper et que c'est plus dur à passer à travers. Et ensuite, on va du coup comme ça ouvrir, on va profiter de pouvoir comme ça ouvrir le larynx. Et on va essayer de casser pour pouvoir mieux voir ce qui se passe. Voilà. Et on va se retrouver ici avec ces petits traits blancs qui sont là. Et ça, c'est ce qu'on appelle les cordes vocales. Donc c'est par là qu'il y a l'air qui va passer à travers et faire vibrer et faire des sons. Et selon vous, réfléchissez, est-ce que les cordes vocales de mon mouton ici sont différentes des cordes vocales d'un être humain? Est-ce qu'il en faut plus? Est-ce qu'il en faut moins? Est-ce que c'est différent? Voilà, et bien en fait la réponse c'est qu'on a le même genre de cordes vocales. On n'a pas plus de cordes vocales. Les sons qu'on peut faire, pourquoi nous on peut faire plus de sons, on peut parler, on peut raconter des choses et le mouton a priori il fait bé et c'est tout. Ça vient du fait, pas des cordes vocales, les cordes vocales vont faire le son, mais ensuite il va y avoir tout le reste de la mâchoire, de la langue, des dents qui vont être modulés et donc principalement ensuite aussi le cerveau qui va faire que ces sons qui sont produits ici par les cordes vocales puissent être modulées pour qu'on puisse en faire des mots, des phrases, etc. pour que ça puisse continuer de faire du sens. Donc voilà, ça c'était notre larynx, nos cordes vocales, et donc ici l'entrée de la trachée, et donc de l'autre côté on avait l'œsophage, ici on a tout découpé mais une partie de l'œsophage qui partait. Alors on va revenir 2 minutes à notre œsophage et réfléchir à cette idée de comment ça se passe quand on mange. Donc notre œsophage, vous voyez, il est ici, il est assez fin et toute la nourriture va du coup passer à l'intérieur et on peut simuler ça avec cette petite bille. Donc on va simuler le fait qu'on va manger quelque chose avec cette petite bille qu'on va faire entrer à l'intérieur de l'œsophage. Donc on va la faire passer ici à l'intérieur. Hop, on va la faire rentrer si on y arrive. Et ensuite, voilà, on va la faire descendre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est ce que notre mouton a mangé. Et donc cette nourriture, elle va se déplacer, elle va descendre le long comme ça de l'œsophage. Et la question qu'on peut se poser, c'est du coup, si on met notre mouton à l'envers, la tête en bas, est-ce qu'il peut continuer de manger? Est-ce que vous avez déjà essayé de manger ou de boire la tête en bas? Eh bien, je vous laisserai faire l'expérience, mais la réponse c'est oui. Parce qu'en fait, cet œsophage, il est constitué de plein de muscles. Et il y a des muscles circulaires qui tournent autour donc, de l'œsophage. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir les muscles qui sont au-dessus de la nourriture qui vont se contracter et les autres qui vont se relâcher. Donc, il va y avoir des contractions musculaires tout du long de mon œsophage pour que ma bille finisse par descendre et qu'elle ait fait tout le tour, enfin qu'elle ait fait toute la partie descente et qu'elle finisse par tomber, sortir, plouf, de mon œsophage. Cette bille, en traversant l'œsophage, elle s'est remplie d'une espèce de mucus. Donc l'œsophage a à sa surface du mucus, on le verra peut-être un peu mieux après quand on va l'ouvrir, pour aider à faire glisser les aliments à l'intérieur de ce tube pour arriver jusqu'à l'estomac. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre un petit bout de cet œsophage, on va l'ouvrir, donc on ne va pas ouvrir le tube en entier, mais on va prendre un petit morceau, comme ceci, et on va l'ouvrir en 2 parties, et quand on va arriver à l'intérieur, vous voyez que c'est plusieurs couches différentes de cellules, et donc c'est ce tissu qui est plein de mucus à la surface qui va permettre de faire glisser les aliments et on retrouve donc du coup autour de l'extérieur, c'est cette couche de muscles, donc ces muscles circulaires qui entourent notre œsophage pour fermer et pousser la nourriture en direction de l'estomac. Alors, on va retourner maintenant à la partie respiration, donc on va retourner sur notre trachée qu'on a ici. Et à l'intérieur, c'est assez étrange parce que je vais également trouver un mucus de la même manière un petit peu qu'on a dans l'œsophage. Sauf que la trachée, ça sert à faire circuler de l'air, donc a priori, j'ai pas besoin d'avoir un mucus qui m'aide à faire mieux circuler l'air. Mais en fait, ce qui se passe, il y a une raison simple, c'est que le mucus qui se retrouve à la surface
de la trachée à l'intérieur permet de capter toutes les petites poussières, les petites choses qui n'ont rien à faire dans les poumons et du coup à les faire s'engluer sur ce mucus. Et ensuite ce mucus, on va peut-être potentiellement le faire remonter, on va le recracher, on va l'avaler pour pouvoir se débarrasser de ces choses dont on ne veut pas dans les poumons. Donc c'est pour ça que on verra que quand on va ouvrir, vous verrez qu'il y a aussi, et on peut le sentir là, il y a aussi un mucus qui est à l'intérieur de la trachée, même si c'est que pour faire passer de l'air. On va s'intéresser maintenant à la structure de cette trachée qui est assez spéciale et qui est très différente de l'œsophage. Et cette structure, on va le voir ici, elle est faite avec du cartilage. Je ne sais pas si vous pouvez entendre, mais c'est du dur. Il y a des anneaux de cartilage tout du long de la descente de la trachée qui lui donnent cette structure. La trachée, elle a l'avantage d'avoir ce cartilage qui n'est pas complètement dur pour qu'on puisse comme ça quand même bouger le cou. Si je dois pouvoir bouger la tête, le cou, il ne faut pas que cette trachée se casse. Et donc, on le verra quand on va ouvrir, mais ce cartilage, ce n'est pas un anneau complet qui fait tout le tour. Cette cartilage, il a ici, de ce côté, du côté dorsal, il a une espèce de fente où il n'y a pas de cartilage. Donc c'est comme une espèce de U comme ça, ou un fer à cheval, qui n'est pas complètement fermé, et donc il y a toute une partie qui est solide, et cette ouverture derrière qui permet que si on bouge trop fort le cou, le cartilage ne va pas se casser. Il y a quand même une certaine souplesse au niveau du cartilage dans la trachée. Alors, avant de disséquer plus, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder qu'est-ce qui se passe si on essaye de gonfler ce poumon. Alors, on va essayer de faire gonfler le poumon. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a un assez gros trou qui se passe là-bas en bas. Je vais voir comment je vais faire pour faire ça. Donc malheureusement, il y a pas mal de morceaux de poumon où il y a des trous qui font sortir l'air. Donc il faut que j'essaye de les boucher en même temps que je gonfle le reste. Voilà, c'est ce qui arrive des fois, suivant l'état des poumons qu'on reçoit. Mais on voit quand même que ce qui peut se gonfler se gonfle super bien. Et vous voyez à quel point on a une augmentation de la taille des poumons par rapport à quand ils ne sont pas gonflés. Alors je sais que des fois, il y a cette peur qu'on fasse exploser le poumon. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on va pas pouvoir faire exploser le poumon puisque c'est pas des sacs qui se remplissent d'air comme un ballon de baudruche puis qui pourraient d'un coup exploser. C'est des millions de petites alvéoles, donc de tout petits ballons qui se gonflent à l'intérieur. Donc si je souffle trop fort, oui, je vais faire casser quelques-uns de ces petits ballons, mais la masse entière va pas d'un coup exploser. Je vais essayer une dernière fois de le gonfler. Malheureusement, j'ai des gros trous de ce côté-là et encore aussi un gros trou de ce côté-là. Donc il faut vraiment que j'appuie ici pendant que je gonfle. Je vais réessayer encore une fois pour vous montrer un petit peu ces lobes-là. Donc chaque lobe se gonfle individuellement pendant que je fais la manipulation. Vous voyez ici, c'est vraiment des lobes qui sont très gonflés. Alors une fois que j'enlève, ça va malheureusement se redégonfler, mais il y a beaucoup de place pour gonfler ces poumons qui deviennent assez gigantesques. Et là, on voit bien les différents lobes qui se gonflent séparément. Les 3 lobes de ce côté-là. Ici, on en a aussi 1, 2, 3. Les 2 autres n'ont pas été bien gonflés. Et dessous, je ne sais pas si on verra bien par dessous, mais normalement, il y a encore un lobe ici qui devrait se gonfler aussi. Donc c'est 7 lobes qu'on va retrouver chez le mouton. Et là on voit que malheureusement, vous voyez, ici ça a été déchiré. Voilà, quand je gonfle ici à travers les bronchioles, il y a des bronchioles qui vont partir directement à l'extérieur. Donc malheureusement, ne pas gonfler tout ce poumon. Je vais essayer de faire une dernière fois de ce côté-là. Peut-être qu'on aura un peu de chance de gonfler ce dernier lobe.
Voilà, vous voyez hein, comment tout ça se gonfle de manière assez impressionnante quand on arrive à boucher plus ou moins les trous qu'on a dans les poumons. Donc là on voit bien les lobes, hein, ils se sont gonflés, celui-là aussi s'est gonflé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lobes différents chez notre mouton. Et on va reprendre un tout petit peu l'exploration de ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça peut être un bon moment aussi pour vous parler de ce qui se passe chez quelqu'un qui est fumeur. Donc le poumon d'un fumeur, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre de l'élasticité. Donc au niveau du gonflement, il va y avoir des alvéoles qui vont se remplir de goudron et de substances mauvaises qui sont dans la fumée. Et du coup, l'élasticité complète du poumon va être un peu perdue. C'est des poumons qui auront beaucoup moins de facilité à se gonfler, comme on vient de le voir ici. Et alors, heureusement, quand on arrête de fumer, on récupère une partie de cette élasticité. Mais voilà pourquoi c'est pas une très bonne idée de fumer et de mettre ces produits toxiques dans nos poumons. On va maintenant reprendre au niveau du trajet de l'air. Donc on a déjà vu que l'air était passé donc, dans le larynx qu'on avait regardé avant ensemble, qu'on avait découpé. Et ensuite qu'il avait continué son chemin donc, dans la trachée. On va reprendre un bout de cette trachée qu'on a ici. Et on va l'ouvrir pour regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du cartilage. Donc écoutez bien, quand je vais couper, on va entendre ce cartilage qui va se casser. Et quand je vais ouvrir ça, je vais l'ouvrir en entier. Donc quand on a ouvert, on retrouve ce cartilage. Vous voyez que j'ai coupé à travers tous ces morceaux de cartilage qui sont là et qui ont au milieu cet espace où il n'y a pas de cartilage, comme je vous ai dit, qui est tout mou. Donc si c'est fermé, ça fait cette espèce de forme de fer à cheval, comme ça, qui a cet espace ouvert ici pour éviter que le cartilage casse si jamais il est trop tourné, trop bougé. Donc ça donne de l'élasticité à cette trachée. Donc là, l'air va passer à travers. Pourquoi le cartilage? Parce que l'air, il faut qu'il puisse passer tout le temps. L'air, c'est quelque chose, si on n'a pas de cartilage, ce tube serait en train de se fermer, on devrait faire beaucoup d'efforts pour faire rentrer de l'air à l'intérieur. Donc avoir du cartilage tout autour, ça permet de garder ce tuyau ouvert et de pouvoir en tout temps faire rentrer de l'air à l'intérieur. Donc ensuite, si on reprend le chemin de notre air dans les poumons, on va avoir ici, la fin de la trachée qui va arriver, ensuite qui va se séparer en deux bronches. Alors, je ne sais pas si on va réussir à le voir ici, peut-être au fond de ce tuyau. Donc regardez, si on regarde bien là au fond de la trachée, on voit qu'on devine ces deux tuyaux qui vont se séparer. Donc ça s'appelle les bronches. Et une bronche va aller dans un des poumons à gauche et l'autre va aller dans le poumon droit, avant ensuite de se séparer encore en plus petits tuyaux. Donc je vais essayer de suivre ce trajet. Donc je vais passer ici dans la trachée, j'arrive en bas de la trachée et je rentre ici dans un des deux poumons, et toujours en suivant la bronche. Et ce que je remarque en découpant, c'est qu'on continue d'avoir ici du cartilage quand je descends. Donc le cartilage continue sur ces bronches jusqu'à ce que j'arrive dans des très très fines bronchioles où potentiellement le cartilage pourrait s'arrêter. Et voilà, je peux suivre comme ça encore la bronche tout du long de la descente du poumon. Là je suis encore dedans en suivant le cartilage. Alors la branche se rétrécit de plus en plus. Il y a de multiples chemins qui partent d'un côté et de l'autre, donc des plus petites bronchioles qui vont partir sur les côtés. Et là vous voyez que en suivant le chemin de la bronche, donc en suivant le chemin principal de la bronche, vous voyez que je vais chaque fois avoir des petits trous, c'est des bronchioles qui vont partir chacune sur des plus petits morceaux du poumon. Et le poumon, c'est comme plein de petits sacs d'alvéoles connectés entre eux avec justement ces bronchioles qui vont faire tout le tour. On se rend compte qu'il y a aussi encore beaucoup de mucus, toujours avec le même objectif de capturer des petites poussières pour les faire remonter si besoin. Et là, ça va être difficile d'aller ensuite chercher une alvéole parce que c'est vraiment microscopique. Mais en gros, tout le tissu du poumon qu'on voit à côté où il n'y a pas le cartilage, tout ce tissu-là, c'est des alvéoles. Si je pouvais zoomer au niveau microscopique, je verrais que ici, il y a des millions de tout petits trous qui sont ces alvéoles qui vont se gonfler quand le poumon va avoir de l'air qui va entrer à l'intérieur. Donc si je tiens mon poumon de cette manière-là,
je retrouve une espèce d'arbre à l'envers, avec le tronc qui serait cette trachée ici en bas, deux branches principales qui sont les bronches qui partent sur mes deux côtés, gauche et droite du poumon, et ensuite plein de petites branches qui partent partout jusqu'à ces alvéoles qui seraient les feuilles et qui sont en fait les bronchioles, les petites branches, et puis ensuite les alvéoles seraient comme les feuilles de l'arbre. Donc imaginez cet arbre à l'envers pour se souvenir un petit peu des différentes parties du poumon avec lesquelles on respire. On va faire maintenant une coupe en transversale, donc on va couper l'autre poumon que j'ai pas encore ouvert de cette manière-là, donc à travers en largeur. Voilà, donc là j'ai un des bouts du lobe du poumon en bas. Et ce qu'on va voir sur cette coupe transversale, vous voyez, on a toute cette partie où il y a des alvéoles. On retrouve la bronche principale qui presque en a une bronchiole, plein de petites autres bronchioles qui ont été coupées au passage, parce que voilà, j'ai toujours du cartilage, donc partout là où j'ai du cartilage, c'est que c'est des endroits où l'air passe. Et il y a d'autres tuyaux, d'autres petits trous que je vais trouver à côté. Par exemple, ce trou ici. Ce petit trou ici, lui, il n'a pas de cartilage parce que c'est un vaisseau sanguin. Donc je vais aussi avoir plein de vaisseaux sanguins qui vont être autour, qui vont suivre ces bronchioles et qui vont se permettre d'avoir toujours du sang à côté des alvéoles. Parce que les alvéoles, c'est elles reçoivent de l'air à l'intérieur, mais qu'il n'y a pas du sang, qu'il n'y a pas un vaisseau sanguin juste à côté pour pouvoir faire les échanges d'oxygène et de CO2, du coup, ça ne sert à rien de gonfler une alvéole si on ne lui met pas à côté un petit vaisseau sanguin pour faire les échanges. Donc il y aura constamment autour, à côté de la partie cartilagineuse de ces bronchioles, on retrouvera des vaisseaux sanguins. Alors on peut encore juste récapituler une dernière fois. Donc ici, on va avoir la trachée qui arrive. La trachée va se séparer comme ça, là, avec les deux bronches. Une que j'ai pas ouverte et l'autre qui va continuer ici, là où j'ai fait la découpe. Donc l'autre grosse bronche se trouve dans ce trou ici. Et tout au long de la bronche, on va découvrir comme ça des bronchioles, donc ces petits tuyaux qui partent au fur et à mesure pour que l'air puisse circuler dans l'entièreté du poumon. Et quand on arrive donc au bout de ces bronchioles, on va retrouver des alvéoles. Donc dans ce tissu ici un peu mou, c'est tous des millions d'alvéoles qui se retrouvent. Donc je vous rappelle, il n'y a pas de muscle dans le poumon. Le poumon lui-même n'est pas un muscle, mais il est composé de ces millions d'alvéoles qui vont se gonfler, se dégonfler avec l'air qui va entrer et sortir au fur et à mesure. Et au contact de ces alvéoles, il va y avoir toujours des vaisseaux sanguins qui vont permettre l'échange oxygène, CO2 avec les alvéoles qui vont se gonfler et se dégonfler pour que le sang puisse ensuite transporter l'oxygène et amener les déchets le déchet du CO2 dans ces alvéoles. Et donc voilà, merci pour votre attention et bonne continuation.